Nous allons dans ce nouveau tuto Java voir comment compiler un bout de code et comment ce code compilé peut-il être portable multiplateforme. Je vous propose de reprendre l'exemple que nous avions mis en œuvre lors de notre précédent tuto. Il s'agissait de la classe Start, celle-ci proposait un point d'entrée, le main, qui se contentait de faire un certain nombre d'affichages sur la console. Pour exécuter ce programme, nous avions cliqué avec le bouton droit de la souris au niveau de l'éditeur, nous avions choisi Run As, puis Java Application. Les résultats étaient alors produits sur la console Eclipse. La question est donc de comprendre comment cela a fonctionné. Pour ce faire, le mieux c'est de prendre un shell. Comme vous pouvez le constater, je me suis placé dans le dossier qui correspond à notre projet. Je vais y faire un listing, et donc on s'aperçoit qu'on y trouve deux dossiers, le dossier SRC et le dossier bin. Alors, le dossier SRC est bien présent au niveau de notre projet Eclipse. C'est lui qui doit contenir normalement les fichiers de code source Java que vous devez produire. Par contre, le dossier bin, lui, on ne le voit pas. Ce dossier est censé contenir les fichiers de code compilés. Sauf que Eclipse est en capacité de compiler de manière automatique vos programmes à la sauvegarde. Regardez, au niveau du menu Project, on voit ici l'option de construction automatique qui est bien cochée par défaut. Ça veut dire que si jamais je reprends mon shell, que je me place dans le dossier bin et que je demande un affichage long, on a bien notre fichier start.class qui a été produit à 17h13. Je viens au niveau de mon fichier de code source Java. Je fais une modification. Regardez l'astérix qui me dit que le fichier a été modifié. Il est 17h18, je sauvegarde. À partir de là, si je reviens dans mon shell et que je refais un affichage long, je m'aperçois qu'il y a bien eu reconstruction automatique de start.class à 17h18. Comment Eclipse a fait pour produire ce fichier-là ? Regardez, pour le comprendre, je vais sortir de ce dossier et je vais redescendre dans SRC. Si je fais un affichage long, on y trouve bien notre fichier start.java. Grâce à une commande, cette commande c'est javac, Java Compiler. Alors Java Compiler est fourni par un Java SE et plus précisément par le JDK, le Java Development Kit. Si je lance javac tel quel, on m'affiche un certain nombre d'options que je peux passer à mon programme. Mais je peux aussi surtout lui passer un certain nombre de fichiers de code source. Je vais faire un javac sur start.java. Notez qu'aucun affichage n'est fait. C'est que ça s'est très bien passé. Si jamais il y avait eu la moindre erreur, une erreur aurait été produite. Donc, très bien, tout se passe parfaitement. On a donc produit notre fichier de code compilé. Regardez, je refais encore une fois un ls-l. On a bien notre start.java et le start.class. Alors, ce fichier de code compilé, c'est du code compilé pour la plateforme virtuelle Java. Effectivement, Java a spécifié un processeur virtuel et le langage machine qui va avec ce processeur. Donc là, j'ai produit du code pour cette machine-là. Sauf que moi, physiquement, je n'ai pas cette machine. La machine Java n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Java SE et plus précisément la JVM, la Java Virtual Machine, pour exécuter ce code. Pour lancer la JVM, on va pouvoir taper Java. Alors comme vous pouvez le voir, elle accepte elle aussi un certain nombre d'options. Mais surtout, ce qu'il faut lui passer, c'est le nom de la classe de démarrage. Donc je refais Java, et là je vais taper Start. Alors attention, ne mettez pas Start.class, sans quoi ça ne marche pas. Je veux démarrer la classe Start. Je fais Entrée, et bien effectivement le programme s'exécute. Donc Eclipse à la sauvegarde, il a fait un javac, et quand vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris pour lancer le programme, il a exécuté la commande Java. On pouvait retrouver la commande Java ici, hein. Là, il vous dit bien qu'il avait lancé ce processus-là. Bon, sur ma plateforme Unix, le système Java est installé à ce niveau-là. La seule nuance, c'est que moi, quand j'ai compilé mon programme, je l'ai fait dans le directory courant. Notez bien, les fichiers sont bien au même endroit. Mais regardez, si je relance javac, d'autres options auraient pu nous permettre de changer certains aspects, notamment l'option "-d". Elle permet de spécifier le directory, le dossier dans lequel produire les fichiers de code compilé. C'est ce que fait Eclipse. Eclipse les met directement dans le répertoire bin.
À partir de là, on dit normalement que Java, il est portable, qu'on peut exécuter notre programme Java, quelle que soit la plateforme sur laquelle on va le faire tourner. Et bien, pourquoi cela marche? Parce que ce que vous allez récupérer, c'est votre fichier .class. Mais ce .class, c'est le langage machine pour le processeur Java. À partir du moment où sur une machine physique, on a bien installé un environnement d'exécution Java, on va pouvoir démarrer la JVM, et cette JVM va être capable de démarrer ce code, ce fichier .class. Donc la portabilité passe par l'environnement d'exécution Java. Bon, maintenant que ces quelques points ont été précisés, nous allons travailler sur le prochain tuto au niveau des types de données, et plus précisément au niveau des types de données entiers. Il en existe un certain nombre, et donc nous apprendrons à voir quelles sont les différences entre chacun de ces types. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.